ça a été un petit peu plus difficile pour les gens de Masquinongé parce que, en s'arrêtant, le convoi de 109 wagons a complètement scié en deux le village de Masquinongé. Donc, les gens n'avaient plus accès à la route 138 et ils ont dû faire un bon détour, finalement, pour aller travailler. Est-ce qu'on connaît la cause du déraillement? C'est encore difficile à dire. Évidemment, il va y avoir une enquête, mais les conditions hivernales pourraient avoir joué un rôle. On dit que souvent, il y a de la glace qui s'accumule sur les passages à niveau et ça peut causer un déraillement de train, mais évidemment, c'est l'enquête qui va le déterminer. Merci, Julie. Au revoir. Au revoir. Vous vous rappelez maintenant de cette descente tragique en rafting l'été dernier à Sherbrooke. Il y avait eu un mort. Eh bien, la ville de Sherbrooke et les organisateurs de l'événement sont poursuivis pour 280 000 $. La conjointe de la victime, Réal Carbonneau, qui était le directeur régional au ministère de la Faune, les accuse de négligence dans l'encadrement et la sécurité. Plusieurs dignitaires participaient à cette descente promotionnelle dans les eaux de la rivière Magog, dont le maire de Sherbrooke, qui s'était lui aussi retrouvé à l'eau. Ici Maryse Gagnon. Que faut-il mettre dans les assiettes de nos adolescents pour qu'ils soient heureux et satisfaits? Ça, c'est tout un casse-tête pour les directions d'école. Je vous en parle un peu plus tard. Cette capsule Infonutrition vous est présentée par TVA et les produits laitiers de chez nous. Les protéines forment 50% de vos os et les plus récentes études démontrent qu'un faible apport en protéines est dommageable pour la santé des os, particulièrement en vieillissant. En fait, les protéines et le calcium travaillent en duo et un apport adéquat des deux contribue à une bonne santé osseuse. Or, une femme sur 4 ne consommerait pas assez de protéines. Assurez-vous donc Qui a fait 3 morts, dont un juge, vous vous souvenez, après une chasse à l'homme qui a duré plus de 24 heures. La police a finalement arrêté samedi un suspect, Brian Nichols. Et si l'homme de 33 ans est sous les verrous maintenant, c'est un peu grâce à cette jeune femme, Ashley Smith. Vous allez la voir dans quelques instants, c'est elle que l'on voit maintenant. Elle a été prise en otage et ligotée dans son appartement par Nichols. Elle a réussi à le convaincre de se rendre. Il l'a libérée avant et c'est à ce moment qu'elle a alerté la police. Nichols n'a offert aucune résistance à son arrestation. Constatez par vous-même le sang-froid de la jeune femme qui a raconté son histoire. I told him, I said, it's going to take more of a man to walk out of this apartment and pay for what you did than it is to go out of this apartment with guns and lose your life over. So the choice is yours. You can do what you want to do. And ultimately, he did what I asked him to do, was surrender. Claude, on vient de l'entendre, et plus loin dans l'entrevue, elle disait qu'elle avait peur malgré tout. Là. Elle paraît sûre d'elle aujourd'hui, mais elle a eu beaucoup de sang-froid quand même. Il faut le faire. Hein? Bien, il faut le faire, et je pense que cette dame-là, Mme Smith, a évité probablement un bain de sang, parce qu'on se rappellera que cette personne-là était recherchée d'abord pour 3 meurtres commis aux abords du palais de justice d'Atlanta, et par la suite, il y avait tué également une personne qui travaille au niveau des douanes. Oui. Je veux juste savoir, Claude, vous avez été souvent témoin, vous avez été impliqué dans des prises d'otages semblables. Qu'est-ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire aussi? Bon, ben voilà, moi je pense que je me souviens de 2 cas en particulier, Pierre, une fois à l'Institut Louis-Philippe Pinel, où il y avait 3 personnes qui étaient détenues en otage. J'étais entré pour négocier, et une de ces personnes-là, c'est sûr qu'elle avait une formation professionnelle, un psychologue, avait réussi à convaincre la personne, grâce à ses propos, que cette personne-là pouvait me faire confiance. L'autre cas, ça s'est passé à Val-d'Or, en Abitibi. Il y avait plusieurs femmes qui étaient détenues en otage, et une de ces jeunes femmes-là avait réussi à pouvoir convaincre un des 3 individus à nous faire confiance, parce que j'étais accompagné d'un avocat, et c'est à ce moment-là que cette personne-là, en faisant ce genre de travail-là, avait réussi à forcer d'une certaine façon les 2 autres à pouvoir suivre celui qu'elle avait convaincu. Moi, je pense que lorsqu'on est pris dans une prise d'otage, et dans le cas de Mme Smith, même si elle a été ligotée, elle lui a parlé tranquillement, n'a pas perdu patience, et je pense que c'est la meilleure façon d'agir lorsqu'on est détenu en otage. C'est pas de tenter un coup, parce que souvent, on l'a déjà vu dans le passé, il y a des gens qui ont voulu s'en prendre aux preneurs d'otages, et ça a tourné très mal. Alors, je pense qu'il faut garder son sang-froid, il faut essayer de pouvoir parler, dialoguer avec la personne, jamais lui tourner le dos,
Et dans le cas de cette dame-là, moi, je suis sûr et certain qu'on va se servir de son expérience au niveau de différentes compagnies ou différents endroits aux États-Unis pour démontrer que lorsqu'on garde son sang-froid, on peut réussir des choses comme cette dame-là a fait. Chapeau à cette dame-là, parce qu'elle a définitivement sauvé un bain de sang, parce que ce gars-là, il était recherché pour 4 meurtres, il n'y avait plus rien à perdre. Et on l'a vu dans ses propos, elle lui a dit, au lieu de sortir avec vos armes, sortez donc seul, vous ne serez pas abattu par les policiers. Elle l'avait calmé au point où il l'a appelé « Vous êtes un ange envoyé par Dieu ». C'est un fait. Merci. Au revoir, Pierre. Au revoir. Malbouffe, c'est devenu aujourd'hui règle générale. Est-ce qu'il y a de la malbouffe dans les écoles? Bien, on sait qu'il y a beaucoup de commissions scolaires, Maryse Gagnon, parce que vous êtes penchée là-dessus, qui tentent en tout cas l'effort de placer de la nourriture de meilleure qualité pour les jeunes. On veut faire repas santé, mais est-ce que les jeunes s'y adonnent facilement? Écoutez, la question est grande ouverte. Je n'ai pas vraiment de réponse précise. Je suis aujourd'hui donc à Boucherville, devant la polyvalente de Mortagne, une polyvalente de 2500 élèves. Et je peux vous dire ici que la direction de l'école a fait de très, très gros efforts justement pour offrir des repas équilibrés. On a passé quelques heures la semaine dernière à la cafétéria de l'école. On a vu, oui, des légumes verts, toutes sortes de légumes, des repas quand même assez santé. Le problème, c'est offrir des frites ou pas. Et je vous dirais que le problème ici, comme partout ailleurs, vous voyez un petit peu autour, il y a des chaînes de restauration rapide. Alors, ce qui fait que pour les directions d'école, la concurrence est féroce. Alors, offrir des frites ou pas, c'est la grande question. Je vous dirais que les jeunes sont conscientisés. Alors, tout de suite, je vous laisse regarder le reportage. On va avoir des légumes, de la salade. Des légumes. Prendre de veau avec du riz. Nous sommes dans les cuisines de l'école de Mortagne à Boucherville. Au menu ce midi-là, il y a 2 choix. Du veau avec des légumes et du riz et des tortillas au poulet. Pas de frites aujourd'hui? Trop gras. Moi, je veux de quoi avec du gras trans qui va me tuer. Non, je voudrais un tortillas avec du riz. Pas de frites non plus? Non. Je suis à ma santé, moi. L'école fait de gros efforts pour offrir des repas santé et équilibrés. Et on constate que bien des élèves ont l'air d'y trouver leur compte. On va essayer de bien paraître aujourd'hui. Des légumes, des patates, le repas du jour. Dans mes amis, tout ça, je suis seul qui est blanc, puis je suis seul qui fait rire de lui, là, mais c'est pas grave, j'aime ça. Tortillas avec du riz. Nous sommes étonnés de constater que les amateurs de frites ne sont pas si nombreux. C'est que le comptoir de friture, nous fait remarquer le directeur, est tout juste à côté. Ils sont bonnes. Quelque chose? Merci. Est-ce que tu en manges souvent? Oui. Oui. Pourquoi? Bien, régulièrement. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas autre chose qui pourrait faire ton affaire? Oui. Je me sens mal à manger de la poutine. Êtes-vous préoccupé par ça, parce que vous mangez? Pour ma santé, oui, mais pas pour mon poids. Non. Mais pour votre santé, oui. Oui. Si ça ne vous empêche pas d'en manger. Ben non, j'ai faim. Supprimer les frites, offrir que des repas santé, c'est tout un casse-tête pour les responsables de l'école. La direction d'école a bien tenté de ne pas mettre de frites au menu pour quelques jours, de n'offrir en fait que des repas santé. Mais ça n'a pas donné vraiment les résultats voulus. Ça n'a rien donné. Les jeunes chialaient, critiquaient, n'étaient pas contents. Ça a duré une semaine de temps, puis c'était l'enfer. Ah, j'ai pas ma patate frite. Puis en même temps, on a vu qu'une baisse d'achalandage. Ça veut dire qu'automatiquement, on a vu que la cafétéria était plus vide. Parce qu'autour de l'école, la concurrence est très forte. Et si les élèves ne trouvent pas ce qu'ils veulent à l'école, le directeur est convaincu qu'ils le trouveront ailleurs. Si demain matin, on arrête de vendre des frites à de Mortagne, ben c'est les commerçants du coin qui vont en vendre. Et moi, il faut que j'assure la sécurité des élèves à l'intérieur de mon périmètre, qui va faire que ça va déplacer le problème pour moi. Pas de solution miracle. La direction a plutôt choisi de faire appel au jugement de ses élèves. Il faut arrêter de blâmer les établissements, tout ça. C'est que les gens, je pense que le choix de bien manger ou de pas bien manger. Le choix, c'est les élèves qui vont le faire. On a d'excellents aliments, on donne un excellent service de cafétéria avec des beaux repas à 3,40 $, un beau repas complet. Il va y avoir quand même de la poutine et des frites, puis l'élève, il fera le choix. Moi, je pense qu'on est rendu là. La friture, on peut slacker ça un petit peu, puis se dire, une fois par semaine, c'est assez, puis de dire, regarde, moi, je vais me nourrir comme du monde. Si je suis pas contente avec la nourriture de la cafétéria, j'ai juste à me faire mon lunch, puis il n'y en aura pas de problème, je pense.
Bien justement, Maryse, vous nous l'avez montré très clairement. On voit que c'est tout juste à côté des messes santé. Alors c'est tentant. Est-ce qu'il y a des commissions scolaires où carrément on a interdit les frites? Oui, entre autres, la commission scolaire de Montréal, il n'y a pas de frites. On a appelé ça la stratégie brocoli. Il semble que ça fonctionne. Dans d'autres commissions scolaires, on peut offrir des frites 2 fois par semaine ou encore 2 fois par mois. Ici, à Boucherville, la commission scolaire des Patriotes, en fait, c'est vraiment la discrétion des directions d'école. Mais comme vous le voyez, c'est pas simple. Mais j'ai vu quand même beaucoup d'élèves qui avaient apporté leur lunch. On a vu quand même qu'il y avait des aliments santé. Et on voyait aussi que la direction disait, écoutez, on prend la responsabilité d'offrir 2 menus, mais il y a aussi la responsabilité des gens à la maison. Alors évidemment, on fait confiance aux parents, on fait confiance aux élèves en espérant qu'ils feront les meilleurs choix. Ben, un peu comme la cigarette, hein? C'est tranquillement. Les habitudes vont venir. Merci. Mais je vous dirais que j'ai vu quand même une conscientisation. Ça, oui, les étudiants disaient, moi, j'ai le goût de bien manger. Ça, on l'a quand même constaté. On l'a senti dans le reportage. Voilà. Merci. Merci. Alors, pour pousser un petit peu plus loin cette réflexion sur ce qu'on mange à l'école, nous recevons la nutritionniste Isabelle Huot. Bonsoir. Bonsoir, Isabelle. Isabelle, vous avez devant vous ce qui était offert ce midi à la même école où Maryse se trouve, la polyvalente de Mortagne, sur la Rive-Sud. Voici ce qui était offert ce midi. Commentez-nous ce qu'il y avait sur le menu. Évidemment, la fameuse poutine. On voit la portion qui est gigantesque. Et ça, c'est dramatique. Ça représente au moins l'équivalent ici de 10 petits carrés de beurre ou de margarine en termes de gras. Mais surtout, il n'y a pas suffisamment de vitamines, il n'y a pas suffisamment de minéraux. Donc, le jeune, il risque de manquer de concentration et de moins performer à l'école en mangeant ce type de repas-là. Donc, ça, c'est 3,30 $, à part ça. 3,30 $. Pour le même prix, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a un menu complet ici qui respecte le guide alimentaire canadien. Donc, on a tous les groupes. On a notre soupe aux légumes, des pâtes. Les jeunes ont besoin de glucides. C'est le carburant des muscles, carburant du cerveau. On a un vrai jus de fruits. Une petite gâterie, mais c'est quand même à base de lait. Donc, on a quand même du calcium, un petit pudding ici au chocolat et notre verre de lait. Ou encore l'option B qui était cigare au chou avec des légumes, avec du riz. Ça, c'est une option super alléchante aussi. Qu'est-ce que vous auriez pris, vous, dans les trois, Isabelle? J'aurais pris celle-là. C'est celle-là qui m'intéresse. Puis, selon l'enquête nationale sur la santé des jeunes qui vient d'être publiée, il y a 82 % des jeunes qui ne respectent pas les portions minimum du guide alimentaire canadien. Et ça commence le midi. Si le midi, on prend ça, tout de suite, on a des meilleures chances dans la journée de rencontrer ces portions minimum de chacun des groupes du guide alimentaire canadien. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que les jeunes mangent mal. Maryse évoquait des jeunes qui apportent leur lunch de la maison. Qu'est-ce qui doit se trouver dans un lunch si on ne veut pas payer 3,40 $ pour un repas? C'est quand même un bon prix. C'est un bon prix. C'est un bon prix. J'allais dire 3,40 $. Qu'est-ce qu'on peut apporter pour 3,40 $? Bien, on apporte au moins un item dans chacun des groupes du guide alimentaire canadien, c'est-à-dire au moins un jus de fruits ou un fruit, au moins des légumes ou un jus de tomate ou un cocktail de légumes. On a besoin de protéines également parce que c'est ça qui va nous permettre de nous soutenir durant tout l'après-midi et d'être concentrés. Des glucides, carburant des muscles, carburant du cerveau. Donc, on trouve ça dans les pâtes, on trouve ça dans le pain, dans le riz. Hein, dans le pain, les riz, les pommes de terre. Alors, ça prend chacun des groupes du guide alimentaire canadien et ça commence le midi. Puis les parents aussi à la maison, les parents sont des modèles. Hein? Absolument. Il y avait quelqu'un dans le reportage qui disait, il ne faut pas juste accuser l'école. Non, parce que les parents à la maison ont aussi leur rôle à jouer. Responsabilité. L'école a ses responsabilités, mais souvent, il manque d'argent, Claude. Absolument. Le collège, on a reçu un courriel, vous et moi, du Collège Maisonneuve, où on nous informe que, par exemple, pour financer les activités socioculturelles, on a dû faire un contrat d'exclusivité avec Coca-Cola. C'est une chose. Le financement de l'école conduit tout droit à faire de l'exclusivité avec Coca-Cola. Et le collège vient de signer un contrat de 7 ans avec 3 années d'option avec la compagnie Chartwell, qui fait du profit, bien sûr, et qui est renommée pour inscrire des frites, de la poutine et des hamburgers à ses menus. C'est dramatique. Oui. On a de la difficulté à tout mettre ça dans le bon ordre, mais c'est comme ça. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Un million de Libanais manifestent pour un Liban libre, souverain et indépendant. Ici Charles Faribault, siège social de Jets Go. La semaine dernière, c'est les passagers qui ont eu une surprise. Aujourd'hui, ce sont les employés.
ce dimanche. Bon après-midi. Un déraillement de train en plein cœur de Maskinongé survenu très tôt ce matin. 3 wagons et 2 locomotives ont quitté les rails. Personne n'a été blessé, mais la compagnie de chemin de fer Québec-Gatineau a déployé toute une opération pour dégager la voie. Les étudiants du Collège Shawinigan sont en grève. Ils sont peu nombreux, cependant, avoir répondu à l'appel de leurs dirigeants pour prendre part à une manifestation dans les rues de Shawinigan. Il se passe beaucoup de choses au Moyen-Orient. D'ailleurs, vous allez y revenir dans votre commentaire dans quelques instants. Mais allons voir tout de suite au Liban, où cette fois, c'est près du quart de toute la population du pays qui s'est rassemblée au cœur de Beyrouth. Richard Latendresse, ils ont exigé d'une seule voix le départ des soldats syriens du Liban. Vous avez raison d'utiliser l'expression d'une seule voix lorsqu'on parle de 800 000 à 1 million de personnes sur un pays qui fait au maximum 4 millions de personnes. C'est presque une seule voix, effectivement, réunie donc encore une fois sur cette place des Martyrs au cœur de Beyrouth. Venus de partout, Pierre, sur des kilomètres et des kilomètres, les artères menant au centre de Beyrouth étaient bloquées par ces manifestants. Et là, on trouvait là aussi des chiites, des sunnites, des chrétiens, des druzes, c'est-à-dire des membres des différentes communautés religieuses du Liban, mais aussi des gens qui venaient de la vallée de la Beka, cette fameuse vallée de la Beka qui est occupée depuis 30 ans par les troupes syriennes. Alors, ça vous montre à quel point la détermination y était pour se retrouver là. Ils demandent effectivement le départ des troupes syriennes du Liban. Ils demandent la vérité sur l'assassinat du premier ministre Rafik Hariri. Ils demandent aussi que ne soit pas remis en place Omar Karameh, le premier ministre qui avait déjà démissionné à cause d'un premier mouvement de manifestation, mais là, qui devrait reprendre sa place. Alors, tous ces gens-là disent non, 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 on veut passer à une autre étape. Est-ce qu'on observe des mouvements des troupes syriennes? Lentement, effectivement, tel que Bachar el-Assad, le président syrien, le disait, les troupes syriennes se retirent tranquillement. Ça se fait lentement quand même. Ce qu'il faut souligner en terminant, Pierre, c'est que pour l'instant, tout se passe de manière très pacifique. Et au Liban, il faut savoir apprécier ça parce qu'on a vraiment traversé de très, très mauvaises années sur ce plan. Merci. Au revoir. Au revoir. Richard soulignait la façon pacifique de cette manifestation. C'est impressionnant de voir ces images. Absolument. Et je pense que le président américain, pour un qui a dû voir les mêmes images que nous, n'en espérait probablement pas autant. Après le succès incontestable des élections en Irak, il y a 1 mois et demi, chacun s'est tourné vers le bouillant Moyen-Orient pour voir si cette percée d'un processus qui est étranger depuis toujours au monde arabe avait une chance d'y pousser. Vous savez qu'il n'y a aucun pays arabe qui est une démocratie. Là où on tient à certains endroits, comme au temps de Saddam, des mascarades d'élections, vous le savez, elles s'achèvent toujours par une réélection du dirigeant en place, la plupart du temps avec un pourcentage fantaisiste qui frise le 100 %. Or, il aura fallu le tragique assassinat d'un ancien premier ministre, M. Rafik Hariri, qui est un personnage immense et controversé dans le Liban d'aujourd'hui, pour que des milliers de gens prennent la rue pour ou contre la présence de la Syrie comme agent d'ordre entre les communautés multiples de ce petit pays. Les Américains sont absolument pris par surprise. Hariri, mort, devient un symbole pour l'indépendance du Liban. Et des chrétiens, des druzes de ce pays, qui vilipendaient Hariri à l'époque où il couchait avec l'occupant syrien, se réclament maintenant de lui et portent sa photo à bout de bras parce que, faut dire, qu'en quittant le gouvernement pro-syrien, il avait ouvert la voie vers la renaissance d'un Liban délivré de toute tutelle. Alors sa mort a accéléré la récupération politique qui le met aujourd'hui au centre d'un conflit qui, pour le moment, ressemble heureusement plus à l'Ukraine d'avant Noël, si vous vous souvenez, ou alors au mouvement qui a fait tomber Milosevic en Serbie il y a quelques années. Alors si nous devons nous réjouir avec les Américains de ce drôle de tour que prend la vie politique libanaise, nous devons partager leur crainte aussi que le pays du cèdre, comme on appelle ce pays qui a mis cet arbre au centre de son drapeau, ne se retourne de nouveau en guerre civile. C'est pourquoi les envoyés spéciaux du président Bush s'affairent à ce que la Syrie comprenne le bon sens et rappelle ses 14 000 soldats, non pas près de la frontière entre les deux pays, comme ils l'ont fait la semaine dernière, mais bel et bien dans leur caserne à Damas. La télévision américaine, en fin de semaine, affirmait que le président Assad de Syrie s'est engagé à rien de moins que cela auprès de l'ambassadeur américain, tout ça dans le but, bien sûr, de sauver son régime dictatorial. Mais vous savez, l'heureux dénouement que prennent les événements au Moyen-Orient de ce temps-ci tient curieusement au malheur américain en Irak. C'est parce que là-bas, la résistance sunnite et les attentats quotidiens, dont on ne vous parle presque plus, obligent les Américains
à y garder 150 000 soldats. Ils sont donc sans moyen d'intervenir militairement ailleurs dans cette poudrière, parce que la population américaine ne l'accepterait pas. Ils ont donc forcément retrouvé l'art de la diplomatie. Madame Rice parle régulièrement avec ses collègues européens, et le président Bush lui-même aligne sa stratégie à l'égard de la menace atomique iranienne, par exemple, avec la France et l'Allemagne. C'est le monde entier qui s'en trouve mieux. Dans un moment, terrain à donner, vous avez bien lu, l'explorateur urbain à Aston Jonction. Renouvellement de la... Dominique. Oui. Alors, on sait que c'est le hasard qui décide toujours de votre sujet de reportage. Oui, ça a commencé donc ce matin vers 6h15 sur les ondes de Salut Bonjour, le traditionnel lancer de la fléchette. Alors, voyez par vous-même, la fléchette est allée se planter dans la petite ville de Aston Jonction. C'est dans la région centre du Québec. Ça a été une longue journée, je peux vous le dire, parce que c'est à peu près 1 heure de route de Montréal. Alors, vous voyez bailler tantôt, là. Oui. Alors, la journée, pour moi, elle est finie. Voici le reportage qu'on vous a préparé aujourd'hui. Salut. Comme le dit si bien le maire de la place, Aston Jonction est au milieu de tout, mais au centre de nulle part. Le village est situé en pleine campagne, et pourtant, il est à moins d'1 heure de route de Trois-Rivières, Victoriaville, Drummondville, et à mi-chemin entre Montréal et Québec. Moins de 450 personnes habitent le patelin, et c'est là, à Aston Jonction, derrière un gros banc de neige qu'on a trouvé, un champ. Quoi? Vous êtes déçus? Attendez la suite. Dans ce champ pousseront bientôt des maisons, et les cris des enfants retentiront. La ville a en effet décidé de donner ces terrains aux jeunes familles qui s'établiront à Aston Jonction. Vous avez bien entendu, donner. 16 terrains au total, d'une valeur d'environ 10 000 $. C'est le maire lui-même qui nous a ouvert le chemin pour qu'on puisse vous les montrer. Le prospect que l'on recherche, celui qu'on va avoir, c'est une famille, une jeune famille, ou un potentiel de jeune famille, c'est-à-dire des personnes, un couple par exemple, qui peut avoir des enfants. Si Aston Jonction veut attirer les familles en priorité, c'est pas sorcier. Le village vieillit et la population est en baisse. Dans les meilleures années, 1200 personnes vivaient à Aston. Aujourd'hui, le dépanneur a fermé ses portes et à peine 60 enfants fréquentent l'école primaire. Ce qu'on veut faire avec le village, on veut aussi être une cheville d'un modèle de changement dans la société qui ramène les valeurs fondamentales de la famille et des individus dans un environnement qui est devenu très individualiste. L'examen des dossiers va commencer dans quelques semaines. Une fois sélectionné, le candidat aura 1 an pour faire construire sa maison. Les enfants auront de quoi s'épivarder. Le plus petit terrain à 33 000 pieds carrés, le plus grand 42 000 pieds carrés. Et ça a l'air que les voisins sont bien fins. Vous ne trouverez pas ça nulle part ailleurs. Du bon monde comme nous autres, ça existe presque plus. Avec des promesses comme ça, c'est difficile de résister à la tentation. Reste juste à tenter de convaincre le comité d'évaluation. Dominique Arpin, TVA, à Aston Jonction. Pas Diane qui sortait de la voiture, là. Elle en a mis du temps, Alexandra, pour créer ce nouveau disque, oui. Diane. Oui, et ça a valu la peine d'attendre presque 9 années avant qu'elle nous arrive avec ce Popeline. Et à la première écoute, eh bien, ce disque nous confirme qu'elle est bien ancrée en nous et que la distance n'a rien estompé. Je l'ai rencontrée un peu plus tôt aujourd'hui. Vous êtes québécoise, vous vivez en France depuis une vingtaine d'années. Vous avez travaillé dans un studio mythique à Abbey Road, anglais. Qu'est-ce qu'il y a de québécois, qu'est-ce qu'il y a de français et qu'est-ce qu'il y a d'anglais dans Popeline? Je crois qu'il y a de... J'ai commencé par la fin, donc ce qu'il y a d'anglais justement, c'est la couleur musicale qui est définitivement anglo-saxonne, y compris un peu d'influence américaine ou jazz,
folk, soit Joni Mitchell ou Neil Young ou ces références-là. Ce qu'il y a de français, justement, c'est que j'ai depuis toujours trouvé que les textes des chansons francophones, en général, et françaises aussi, sont de très bonne qualité. En général, de meilleure qualité que la musique anglo-saxonne. En général, parce que ça n'empêche pas qu'il y ait un Dylan et un Neil Young. Dans nos vies imparfaites, nous avons eu les chances. Ce qu'il y a de québécois, je pense que c'est mon caractère. C'est-à-dire de mener ma barque en indépendante, en femme forte, mais pas prétentieuse. J'arrive pas avec mes gros sabots. Je pense que je suis discrète, mais au fond, j'avance toujours dans la même direction avec une sorte de douceur à la québécoise, gentillesse, on va dire, parce que les Québécois ont la réputation dans le monde entier d'être simples, d'être gentils, d'être corrects, d'être professionnels, mais de ne pas être non plus des mous, hein. En tous les cas, pas des molles. Merci beaucoup. C'est à toi. Merci. À vous. On va aller tout de suite à Garot, hein, qui lance un DVD, les souvenirs de sa récente tournée. Oui, indispensable pour ses fans parce qu'il lui fait de petites confidences. On l'écoute. Je me souviens de la première tournée, on avait essayé de me mettre des paroles dans la bouche de ce que je racontais entre les chansons. Ça allait pas du tout. Il faut que je reste spontané. Donc, les 2-3 premiers spectacles, je pense pas à ce que je dis, puis je me lance comme ça. Puis c'est ce que je veux garder. Je veux refaire ces mêmes premiers shows-là pendant toute une année. Alors, on pourra suivre ça. 3h30 de matériel en tout de l'année dans tous ces spectacles à Moscou, à Prague, dans cette grande tournée qui s'est terminée en janvier dernier. Merci, Alexandra. Au revoir. Le TVA 18h suit à l'instant. Soyez là. Chocolat blanc et framboise, biscuits à la crème, gâteau forêt noire et tarte au citron meringuée. La crème de nos yogourts de Danone, 4 nouvelles saveurs dessert avec une touche de vraie crème. J'ai tout le temps aimé ça, aller sur la mer. Ça fait depuis que j'ai 3 fois. Le juge Gomery. La mémoire est meilleure, mais pas la franchise. Madame, monsieur, bonsoir. Voici Pierre Bruno. Le lundi 14 mars, en manchette, Commission Gomery, Gilles-André Gosselin admet avoir gonflé ses qualifications pour obtenir des contrats. C'était pas kosher. Forcé de se prostituer à 14 ans par un gang de rue. C'est pas quelque chose que j'ai aimé faire. Un homme en état d'ébriété vole un autobus. Voici ce qui en reste. Le crash de Jetsgo risque de faire augmenter le prix de vos billets d'avion. Et à la météo, sur le sud-ouest du Québec, demain, les températures seront saisonnières, les nuages seront présents, mais il y aura quand même des percées de soleil. Bon lundi, on peut dire que les semaines se suivent et se ressemblent à la commission Gomery. On a entendu cet après-midi l'histoire d'une autre petite agence de communication qui est devenue millionnaire du jour au lendemain grâce aux généreux contrats de commandite du gouvernement fédéral. Alors cette fois, Emmanuel, c'est l'histoire de Gosselin Communication. Oui, dont le président Gilles-André Gosselin était un ancien journaliste, après ça un ancien fonctionnaire. Et finalement, lorsqu'il a parti sa toute petite boîte à Montréal, il est entré encore une fois en contact avec son ancien ami Charles Guité, qui lui a dit, écoute, pourquoi est-ce que tu ne postules pas sur des contrats qu'on va offrir en communication stratégique? C'est ce qu'il a fait et imaginez, la manne lui est tombée sur la tête. Il l'a dit littéralement, j'ai jamais pensé avoir autant d'argent. Regardez bien les chiffres, vous allez voir, en 97-98, il a eu pour près de 7 millions de dollars de contrats. Ça, c'est quelqu'un qui avait à peu près pas de contrat du gouvernement avant, il faut s'imaginer. L'année suivante, près du double de contrats, ce qui fait le 21 millions de dollars de contrats en 2 ans. Bien sûr, les revenus de Gilles-André Gosselin étaient à l'accordant. La première année, il a gagné un peu plus d'1 demi-million de dollars et l'année suivante, près de 5 fois plus. Mais ce qui en a surpris plusieurs aujourd'hui, c'est que quand on a demandé à Gilles-André Gosselin comment ça se fait que sa toute petite compagnie avait pu se qualifier pour ce gros appel d'offres des commandites, il a admis qu'il avait un peu gonflé les qualifications de son entreprise. Par exemple, il avait écrit qu'il avait 12 employés à temps plein alors que ce n'était pas le cas.
Et il avait écrit, entre autres, que son chiffre d'affaires était de 1,2 million de dollars par année. Or, il dit, c'est un chiffre auquel j'ai pensé en parlant avec ma femme, en me disant, si j'avais des contrats du gouvernement, qu'est-ce qu'on gagnerait? Ça serait ça, mais c'est ça qu'ils ont écrit sur leur papier, comme si c'était vraiment les revenus de la compagnie. M. Gosselin a admis qu'il était peut-être allé un peu loin. Je vous laisse écouter cet échange. C'était pas kosher. C'est un peu étirer l'élastique. C'est un peu étirer l'élastique. On en convient. Est-ce que je peux vous faire concéder que c'est un peu beaucoup étirer l'élastique? Ben, un peu déjà, c'est pas si mal. Ouais. On a encore eu des surprises d'ailleurs sur le genre de commandite qui était attribué. Hein. Oui, c'est une nouvelle catégorie qu'on ne connaissait pas, les commandites imprévues. Là-dedans, il y avait beaucoup de commandites dans les terres de Jean Chrétien en Mauricie, beaucoup dans les terres d'Alfonso Galliano près de la communauté italienne, dont une commandite de 6 800 $ pour la Piazza del Canada en Sicile. En quoi est-ce que ça sert l'unité canadienne? Ça reste à démontrer. Bon, ce témoignage poursuit demain. Absolument, oui. Merci. Très bien, au revoir. Le trafic d'adolescentes semble prendre de l'ampleur au Québec. Elles sont recrutées par les gangs de rue qui les exploitent en tant que danseuses nues et aussi, vous vous en doutez bien, comme prostituées. Elles doivent offrir leurs services un peu partout au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick et parfois même jusqu'à New York. Les gangs de rue font surtout parler d'eux lorsqu'ils commettent des crimes violents qui sont souvent reliés au contrôle de la drogue. Mais la prostitution juvénile fait aussi partie de leur monde. J'ai été 2 ans en fugue. Cette adolescente de 16 ans a dansé dans des bars et s'est prostituée pour un gang de rue dès l'âge de 14 ans. Elle travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et récoltait au moins 2000 $ par semaine. Mais son proxénète gardait tout. J'ai donné tout mon argent. Il te restait rien? Des fois, non. Pour ne pas se faire arrêter par les policiers, elle s'est procuré une fausse carte d'identité et disait qu'elle avait 21 ans. Elle a même travaillé à Québec après l'opération Scorpion qui a permis l'arrestation de plusieurs clients. J'ai été au Nouveau-Brunswick, j'ai été comme Québec, j'étais partout. Donc à Québec, c'est la place que j'avais vraiment la plus peur de travailler. Les filles qui dansent ou les filles qui vont faire de l'escorte, ils ne le font pas ici à Montréal parce qu'ils ne veulent pas se faire reconnaître. Selon cet ex-membre d'un gang de rue, certains gangs envoient des filles à New York. L'été dernier, il est venu en aide à une adolescente qu'un gang voulait vendre sur le marché américain. Elle est venue, apeurée, puis elle m'a dit, ils veulent m'envoyer aux États-Unis. La police de Montréal a formé une escouade de 12 enquêteurs l'an dernier pour lutter contre la prostitution juvénile. 139 dossiers ont été enquêtés. 30 étaient directement reliés aux gangs. Les éducatrices croient qu'on devrait davantage s'attaquer aux clients. Il y a peu d'intervention qui est faite au niveau des adultes qui exploitent ces jeunes-là, parce que pour moi, les adultes les exploitent. Des fois, il y avait des hauts placés, du monde qui ont des compagnies, des avocats. Cette adolescente rêvait de liberté lorsqu'elle est tombée amoureuse de son proxénète. Au début, je croyais là, que les gars, comme ils pouvaient t'aimer, mais au fond, ils t'aiment pas. Ils t'aiment juste comme quand ils ont besoin de toi, puis c'est juste pour l'argent qu'ils sont avec toi. Il y a quelques semaines à peine, elle s'est rendue elle-même aux policiers. Le centre jeunesse l'aide maintenant à se bâtir une nouvelle vie. Harold Gagné, TVA, Montréal. Vous vous doutez bien, les prostituées sont souvent victimes de violences. D'ailleurs, à Longueuil, Jean-François Guérin, un homme soupçonné d'avoir violé plusieurs prostituées a été arrêté. Oui, exactement. 4 prostituées qui auraient été agressées sexuellement entre 2000 et 2004 par l'homme que vous allez voir, un homme de 37 ans de Longueuil, Élie Charret. Ça se passait donc au cours des 4 dernières années à Montréal, mais également 3 fois à Longueuil. Il utilisait presque toujours la même approche. Il circulait à bord de son véhicule dans des secteurs où étaient des prostituées, les faisait monter de force dans son véhicule et toujours en utilisant la force, les emmenait à l'écart dans un endroit comme par exemple un cimetière où il les agressait sexuellement. Toujours force physique, mais également dans 2 des occasions, il y a eu une arme de poing qui aurait été utilisée pour finalement que la victime se tienne tranquille et il les abandonnait là après les agressions sexuelles. Les policiers de Laval se pensent, à la lumière de leur enquête, qu'il y aurait d'autres victimes et leur demandent de se manifester au numéro que vous allez voir apparaître au bas de l'écran. La police de Montréal également est dans cette enquête-là, également l'unité d'analyse du comportement de la Sûreté du Québec. Donc si vous avez connu cet homme, si vous avez été victime de cet homme, les policiers vous demandent de les contacter. Nous avons rencontré un homme, un travailleur de rue qui a rencontré 2 des victimes. Ce sont des femmes, Pierre, évidemment, pour qui c'est difficile de dénoncer publiquement. Elles ont peur d'être jugées. Ça a été quelque chose pour elles de porter plainte. Et vous allez le comprendre, elles vivent autant que n'importe quelle autre femme les répercussions d'un tel geste. C'est pas parce que tu es travailleuse du sexe qu'un viol ou une agression a moins d'impact. C'est les mêmes impacts que n'importe quelle autre victime d'agression ou de viol.
C'est le même impact au niveau psychologique, au niveau de la confiance en soi, au niveau de leur sécurité. Un autre sujet maintenant, Jean-François, le vol d'un autobus. Exactement. C'est pas tous les jours qu'on voit ça et c'est pas tous les jours que ça se termine de façon aussi spectaculaire. Un conducteur en état d'ébriété, sans permis, et vous allez le voir, tout un impact. La carrière de chauffeur d'autobus de Paul-André Dauteuil, 37 ans, s'est terminée, c'est le cas de le dire, brutalement. La nuit dernière, il aurait volé cet autobus au terminus du centre-ville de Montréal. Vers 1h25, il roulait sur le boulevard P9 à Laval. Sa course allait bientôt s'arrêter. J'étais dans la voie de droite, j'étais pour rentrer sur l'accotement, pour remorquer le véhicule. Cet employé d'une firme de remorquage venait en aide à une dame et sa mère lorsque l'autobus a percuté son véhicule. Sur le coup de l'impact, j'ai perdu connaissance. Puis quand j'ai commencé à retrouver un peu mes sens, ben c'est la petite madame que je m'en allais remorquer, comme quoi qui disait que l'autobus était après s'enfuir. Puis comme quoi que mon camion était après prendre en feu, qu'il fallait que je sorte du camion. Aussi incroyable que ça puisse paraître, le lourd véhicule a poursuivi sa route après l'accident dans cet état, mais s'est arrêté environ 1 kilomètre plus loin. Pendant que la dame venait en aide à Marc-André Ganley, sa mère suivait l'autobus qui allait s'arrêter pour des raisons évidentes. Le conducteur a réussi à s'extirper du véhicule et se réfugier sous un abri tempo. La dame l'avait toujours sous bonne vue. Alors à ce moment-là, les policiers sont arrivés quelques minutes plus tard et ont procédé à l'arrestation de l'individu. Dauteuil était de toute évidence en état d'ébriété, mais a refusé l'alcotest. Il fait face à une série d'accusations, dont conduite avec faculté affaiblie, délit de fuite et menaces envers les policiers. On ignore pourquoi il a agi ainsi. Ça aurait pu être bien pire que ça. J'aurais pu y laisser ma vie. Marc-André Ganley se félicite d'avoir été dans son véhicule. Il s'en tire avec une fracture de la mâchoire. L'incident rappelle encore une fois les dangers que courent les employés de remorquage qui souhaitent être plus visibles sur les routes. Jean-François Guérin, TVA, Laval. L'effondrement de la compagnie JetGo va entraîner une hausse des prix, en particulier ceux des billets vendus à rabais, parce que déjà les principaux concurrents, que ce soit WestJet, CanJet, Tango, ils ont déjà annoncé leur intention de rééquilibrer le marché. Entre-temps, les employés de JetGo se sont présentés au siège de l'entreprise pour recevoir leur dernier chèque de paye. Il y avait beaucoup d'amertume au siège social de JetGo, boulevard Côte-de-Liesse. L'entreprise a demandé à tous ses employés de rapporter les objets lui appartenant. En contrepartie, elle leur remettait des primes de séparation. Dans cette compagnie-là, j'ai donné mon âme, j'ai travaillé très, très difficile, puis elle le sait, c'était pour des peanuts. On se n'attendait pas, on a perdu notre job du jour au lendemain, puis c'est juste vraiment triste. Au siège social où les employés se présentaient tout au cours de la journée pour recevoir leur dernier chèque de paye, on apprenait que ces chèques sont effectivement gelés pour les 48 prochaines heures afin de voir si la compagnie est solvable ou non. Même leur chèque de paie en main, plusieurs employés doutaient de pouvoir les encaisser. Je me dois encore d'autres argent. Je vais voir si je vais en recevoir. Est-ce que vous êtes confiant qu'il va être respecté? Sérieux, je vais aller à leur banque aujourd'hui, je vais aller de suite le faire signer par la banque là-bas, je ne vais pas prendre de chance. Là. La Banque nationale qui gère le dossier assure qu'elle a le consentement des tribunaux pour procéder à l'encaissement des chèques. Le gel de 48 heures ne serait qu'une procédure administrative normale en pareil cas. Il y a assez de fonds pour accommoder tous les employés. Par contre, dans l'industrie du voyage, on s'attend à ce que le départ de JetGo provoque une inflation des coûts. Le prix des billets d'avion à rabais pourrait grimper en flèche d'ici peu. C'est évident qu'on peut s'attendre à, je pense, c'est assez clair, à une augmentation des tarifs. Une façon de se protéger contre cette inflation serait de réserver dès maintenant avec un acompte. Mais qui en ce moment est prêt à prendre un tel risque sans savoir ce que l'avenir lui réserve? Charles Paribault, TVA, Montréal. Ici Julie Grenon. L'heure est au nettoyage à la suite du déraillement qui a complètement scié en deux le village de Masquinongé. Je vous donne tous les détails après la pause. Du village pour dégager la voie. À Shawinigan, une poignée de manifestants dit non aux coupures. Les étudiants sont-ils trop occupés pour revendiquer? Aujourd'hui, ça me déçoit grandement que les gens soient peut-être restés couchés. Le droit de mourir dignement. Qui a le dernier mot dans les derniers jours?
Une personne qui refuse de s'alimenter, de manger, là, ça pose des questions. Et à la météo, un début de semaine sous les nuages avec du temps très doux. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, la semaine a commencé avec fracas. Masquinongé, très tôt ce matin, un train a déraillé. Aucun blessé, aucun déversement suite à cet accident. Il n'en demeure pas moins que le village a été littéralement coupé en deux pendant une bonne partie de la journée. Il s'en aurait fallu de peu pour qu'une locomotive vienne se mêler à la circulation routière. Le convoi s'est arrêté à quelques mètres seulement de la route 138. Personne n'a été blessé, mais le mécanicien et le chef du train s'en tirent tout de même avec une bonne frousse. Nos deux employés sont en bonne forme, ont été un peu bouleversés par l'accident, mais heureusement, puis c'est le principal, aucune blessure. Il est encore trop tôt pour déterminer la cause exacte du déraillement, mais les conditions hivernales pourraient être en cause. Ça peut être un bris, ça peut être de l'accumulation de glace, par exemple, sur des passages à niveau. Le village a été littéralement scié en deux. En déraillant, le convoi de 109 wagons a bloqué tous les passages à niveau menant au village. La circulation a été rétablie en début d'après-midi lorsque la voie ferrée a été dégagée. Il faut avoir un souci constant de la sécurité, parce qu'on parle d'équipement qui est très lourd, évidemment, puis il faut faire très attention pour pas que personne se blesse. La compagnie chemin de fer Québec-Gatineau s'en tire sans aucun dommage pour l'environnement. Plusieurs bâtiments, dont l'hôtel de ville de Masquinongé, longent la voie ferrée, une situation qui n'inquiète pas le maire du village. C'est sûr que s'il arrivait un déraillement, ça pourrait nous donner des inconvénients, mais ça n'arrive pas souvent un déraillement. Les voisins, eux, n'ont rien entendu. C'est le chien qui nous a avertis, dans le fond, que s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il s'est mis à aboyer. Alors, Chantal, la route 138 est fermée, en fait, depuis la fin de la matinée. Elle devrait rouvrir dans le courant de la soirée. Il y a un petit détour à faire, mais c'est pas trop compliqué. Évidemment, tout ça, c'est le temps de stabiliser le terrain pour redresser les locomotives et ensuite de réparer la voie ferrée. Et pour ce qui est des dommages matériels pour la compagnie chemin de fer Québec-Gatineau, eh bien, la compagnie évalue ces dommages à environ $1 demi-million. C'est pas rien. Donc, on le disait, il va encore avoir de l'action du côté de Masquinongé demain, puisque l'opération va se poursuivre. Du côté de la météo, maintenant, on risque d'avoir de bien belles journées cette semaine. Oui, en fait, le temps sera assez changeant et variable au cours de la semaine, mais ça va aller s'améliorant vers la fin de la semaine. Une constante, toutefois, des températures très douces. Je vous donne tous les détails à la fin du bulletin, Chantal. À plus tard. À plus tard. Les responsables de l'association étudiante du Collège de Shawinigan ont constaté aujourd'hui que la mobilisation des étudiants, eh bien, c'est pas une chose facile. Seulement quelques dizaines ont pris part à une manifestation pour dénoncer les coupures dans les prêts et bourses. Pourtant, la semaine dernière, des centaines ont voté pour la grève. Ils auraient souhaité être beaucoup plus nombreux, mais seulement une quarantaine des 1400 étudiants du Collège de Shawinigan ont traversé la ville à pied jusqu'à l'hôtel de ville 3 km plus loin. Le président de l'association des étudiants n'avait pas de félicitations à faire aux absents. Mais je suis très déçu des étudiants qui sont chez eux et j'espère que vous dormez bien présentement. Le groupe était parti du collège vers 11h15, bien escorté et déterminé à se faire remarquer. Leur premier arrêt était prévu au centre-ville, au bureau du député péquiste Claude Pinard, que les représentants étudiants sont allés rencontrer avant qu'ils rejoignent les manifestants à l'extérieur. Vous vous battez contre un certain élitisme et vous avez parfaitement raison de le faire. Après une brève rencontre privée avec la mairesse Lise Landry, les manifestants se sont rassemblés sur le parvis de l'hôtel de ville pour un dîner au hot dog, symbolisant ce qui les attend avec les coupures dans les prêts et bourses. Demain après-midi, en Assemblée générale, les étudiants du collège vont décider s'ils poursuivent ou non leur grève. Dans ce dernier cas, certains d'entre eux iront tout de même participer mercredi à une manifestation à Montréal. C'est également demain que les étudiants de l'Université de Trois-Rivières vont entreprendre leurs 3 journées de débrayage. Voté à 55 %, le recours à la grève est toujours contesté, notamment par un petit groupe d'étudiants qui se veulent du regroupement des étudiants pour la démocratie, qui ont émis ce communiqué aujourd'hui sans toutefois s'identifier. Pierre Saint-Yves, TVA, Trois-Rivières.
Celui qu'on désigne comme le roi de la cocaïne, Raymond Desfossés, pourrait plaider coupable dès cette semaine aux accusations portées contre lui en marge de l'opération antidrogue menée par la GRC à l'été 2004. Une bonne partie des 25 narcotrafiquants arrêtés dans son sillage s'apprêteraient à faire de même. Desfossés était présumément à la tête d'un important réseau d'importation de cocaïne et dans le cadre de cette enquête, les gardes-côtes américains avaient arraisonné en août 2004 un voilier qui était bourré de cocaïne dans les Antilles. 4 résidents de Sainte-Anne-de-la-Pérade y étaient à bord. 2 bandits ont attaqué cet avant-midi la caisse populaire du quartier Saint-Sacrement à Trois-Rivières. Alors qu'il y avait déjà des employés à l'intérieur, eh bien, ils ont fracassé une vitrine et ils ont pu mettre la main sur les cassettes d'argent, ces cassettes servant à alimenter le guichet automatique. On ignore si elles contenaient effectivement quelque chose. Leur voiture de fuite a été retrouvée par la police, mais les 2 voleurs sont toujours au large. Et puis un début d'incendie dans un logement de la rue Notre-Dame dans le secteur Cap-de-la-Madeleine a rapidement été maîtrisé par les pompiers en milieu d'après-midi. Le feu aurait éclaté dans une cuisinière. La fumée a rapidement envahi tout le bâtiment. La rue Notre-Dame a d'ailleurs été bloquée pendant plus d'1 heure. Le PDG du transporteur en difficulté, JetGo, avait fait peu de cas de ses origines au moment d'accorder l'an dernier le contrat d'entretien de sa flotte d'aviation. Michel Leblanc est originaire de Trois-Rivières et c'est à l'aéroport Tréfluvien qu'il avait fait ses premiers pas dans l'aviation. Son père d'ailleurs y exploitait une affaire de pièces d'avion et est celui qui a construit l'un des principaux hangars. Au moment où JetGo cherchait un lieu pour la maintenance de ses appareils, eh bien l'aéroport avait tenté de jouer cette carte auprès de M. Leblanc. On avait supposé que M. Leblanc, étant originaire de la Mauricie, peut-être aurait un certain intérêt de revenir dans sa patrie. Par contre, des problèmes opérationnels, là, le fait de déplacer les avions était trop contraignant pour son entreprise. C'est pour ça qu'il a décidé de s'installer à Montréal. Il ne faut pas trop espérer la construction d'un lien routier entre l'autoroute 55 et le chemin du port. C'est la ministre déléguée au transport, Julie Boulet, qui le dit après que le député péquiste, Michel Morin, ait réclamé le prolongement de l'autoroute 30 vers Nicolet. La ministre a répondu qu'il ne fallait pas espérer la construction d'une nouvelle route parce qu'il y aura des travaux effectués sur le boulevard Bécancour et aussi sur la route 132. De toute façon, ajoute-t-elle, les péquistes ont eux-mêmes statué que rien ne pressait. L'ancien gouvernement, le gouvernement péquiste a déposé un plan d'action, un plan de transport là, sur les 15 prochaines années. Et la 30 était un projet sur un horizon de 15 ans. Alors, bon, aujourd'hui, de crier qu'il y a une urgence, ben écoutez, je trouve ça un peu comique. Le promoteur immobilier Solitec investit d'un coup 16 millions de dollars dans 4 projets domiciliaires à Trois-Rivières. Et l'un des chantiers le plus important est déjà ouvert sur le boulevard des Prairies dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Solitec va ériger en tout 143 unités de condominiums et logements, de même que 32 maisons de ville d'ici juillet 2006. Une première aventure qui s'est avérée un succès. Les courses d'accélération de motoneige présentées ce samedi à l'hippodrome ont attiré 400 amateurs. Les profits générés par cet événement vont directement dans les coffres du Petit Monaco. Magasiner son camp de vacances fait maintenant partie des habitudes de bien des familles. Il y en avait pour tous les goûts entre les rivières dans le cadre du salon des camps de vacances. Mais ce n'est pas donné, les parents doivent compter plus de 150 $ par semaine pour offrir un été bien rempli à leur progéniture. Entre 2 tempêtes, le soleil a redonné espoir aux commerçants de la rue des Forges. Les terrasses ont été prises d'assaut hier. Les consommateurs avaient cependant pris soin de bien s'en mitoufler. Un mourant a-t-il le droit d'avoir le dernier mot? Des spécialistes se penchent sur l'éthique de la mort. Recherchez le dur à cuire, le manufacturier qui défie toute compétition avec sa grande liquidation annuelle. Plusieurs spéciaux en magasin, manteau à partir de 149 $. Premier arrivé, premier servi. Il est là pour longtemps, donc pas de problème de service après-vente. Le dur à cuire, cuire des Forges face aux rivières. Depuis 50 ans, Aubin-Pélissier élabore des solutions pour répondre aux préoccupations d'économie d'énergie de sa clientèle. Les principes de thermodynamique utilisés dans une thermopompe standard ou géothermique génèrent en moyenne 3 fois plus d'énergie calorifique que leur demande en énergie électrique. Sauver environ 45% sur le bilan d'énergie. Parce que l'équipement n'est qu'une partie de la solution, consultez l'équipe d'Aubin-Pélissier. C'est l'événement 36 versements chez Clément Boisvert. Oui, c'est l'événement payé en 36 versements, où nous payons les 2 taxes chez Clément Boisvert Meubles. Des exemples: mobilier de chambre 4 morceaux, 36 versements de 27,75 $ par mois. Incroyable!
Matelas 54 pouces, garantie 10 ans. 36 versements de 13,50 par mois, où les 2 taxes sont payées par Clément Boisvert. Oui, Clément Boisvert paie la TPS et la TVQ. Clément Boisvert Meubles, 550 rue Whitehead, Trois-Rivières. Pour Pâques, la Plaza de la Mauricie vous réserve de belles surprises. Dès jeudi, visitez la ferme de Pâques. Les enfants seront émerveillés en observant leurs animaux favoris dans un splendide décor. Et les tout-petits seront heureux de rencontrer leur ami Scooby-Doo. En plus, la Plaza offre gratuitement aux enfants un lapin au chocolat. Pour Pâques, la Plaza de la Mauricie, c'est gâter les tout-petits. Ce printemps, mon choix, la Plaza de la Mauricie. Recherchez le dur à cuire, le manufacturier qui défie toute compétition avec sa grande liquidation annuelle. Plusieurs spéciaux en magasin, manteau à partir de 149 $. Premier arrivé, premier servi. Il est là pour longtemps, donc pas de problème de service après-vente. Le dur à cuire, cuire des Forges face aux rivières. Mesurez vos connaissances à 21. Le jeu télévisé animé par Guy Mongrain. Préparez vos réponses. On a beaucoup de questions. 21, du lundi au vendredi 18h30 à TVA. La mort n'est certainement pas un sujet très réjouissant. Lorsqu'un proche est souffrant et que la mort est la seule issue, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, il y a des spécialistes qui se sont réunis à Shawinigan pour discuter d'éthique, l'éthique entourant le suicide assisté ou encore l'euthanasie. Ghislain Morissette les a rencontrés. Cet homme a ravivé le débat sur l'euthanasie en annonçant en janvier dernier qu'il allait se suicider parce qu'il ne voulait plus souffrir. Marcel Tremblay, atteint d'une maladie incurable, n'en pouvait plus d'avoir le mal de vivre. Que les gens sont préoccupés par les questions qui touchent la fin de la vie, que ces débats à propos de l'euthanasie, du suicide assisté, de l'acharnement thérapeutique, ces débats-là laissent les gens très perplexes. Bernard Keating est un spécialiste en éthique sur les questions relatives à la souffrance et à la fin de vie. Plus de 150 personnes se sont déplacées pour l'entendre. La plupart des gens réunis ici à Shawinigan œuvrent auprès des personnes âgées malades. Ils font face régulièrement à des situations qui les préoccupent, comme Régent Boivin, un responsable de l'éthique à l'hôpital Cook de Trois-Rivières. Quand une demande nous est faite de suicide assisté, ben là, ça peut devenir préoccupant. Hein? Une personne qui refuse de s'alimenter, de manger, là, ça pose des questions à l'équipe soignante. Qu'est-ce qu'on fait? Autant le personnel soignant que la famille du malade se retrouvent devant ce dilemme de devoir décider de la vie ou de la mort d'un proche. L'aspect moral de leur questionnement les porte souvent à se tourner vers des gens comme Joanne Brouillette, une agente de pastorale. Si l'intention, c'est de vraiment soulager la souffrance, c'est qu'on met la personne au centre de cette décision-là. Si nous autres, on juge qu'il serait mieux mort, puis qu'on précipite cette mort-là, mais que c'est pas nécessairement ça qui serait le mieux pour la personne, bien là, c'est une intention qui n'est pas la bonne. C'est une des pires, je dirais, souffrances qu'on a, c'est d'être impuissant dans la souffrance de quelqu'un d'autre. Donc, de là, la tentation de passer à l'action pour mettre fin à la souffrance, non pas en soulageant la souffrance, mais en mettant fin à la vie. Pour Bernard Keating, affronter la mort d'aussi près ramène obligatoirement à l'essentiel et oblige les proches à se questionner. La proximité de la mort fait que, tout à coup, on arrête certaines activités, puis qu'on accepte de réfléchir à des choses auxquelles on refuse de réfléchir bien souvent dans le concret de la vie. La fin d'une vie a beau être un passage difficile, elle peut quand même être vécue de façon positive. Ghislain Morissette, TVA, Shawinigan. N'hésitez pas si vous voulez réagir, soit à ce reportage ou à toute autre nouvelle. Vous pouvez toujours nous contacter par téléphone, c'est le 376-8884 ou encore par courriel à nouvelles@chem.tva.ca. N'oubliez pas d'inscrire vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre. Une entreprise de Saint-Gérard-des-Laurentides recherche un mécanicien ou une mécanicienne d'équipement lourd moteur diesel. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein de nuit. On demande un cours secondaire complété en mécanique diesel et de 1 à 2 années d'expérience. Le salaire offert sera à discuter. Vente liquidation. Plante Sport, votre sport excellence. En décembre dernier, Plante Sport faisait l'acquisition de magasins Sport Excellence de Trois-Rivières et Nicolet. Suite à ces acquisitions, nous devons liquider nos surplus d'inventaire à notre magasin du boulevard des Récollets. Dès mercredi 9h, des rabais de 40 à 80 %. Cet homme a maintenant 81 ans.
81 ans d'expérience derrière lui, celle de la famille Vincent de Shawinigan, et c'est tout à votre avantage. Parce que le grand avantage d'aller chez Avantage Honda Shawinigan, c'est que non seulement vous trouverez davantage d'expérience et davantage de services, mais vous aurez aussi les meilleurs prix, dont la Civic 2005 à seulement 198 $ par mois. Avantage Honda Shawinigan, il y a tellement d'avantages à vous en offrir davantage. Avantage Honda Shawinigan, boulevard des Hêtres, Shawinigan. Saviez-vous que Cuisiversion est complice de vos goûts dans la cuisine, mais aussi dans la salle de bain? 5 cuisines complètes et 10 salles de bain entièrement aménagées et décorées sont présentées dans la plus belle salle de montre de la région. Cuisiversion vous offre des produits alcôve et un dépositaire exclusif Bain Ultra. En plus des armoires de cuisine et des vanités, un vaste choix d'éviers. Cette semaine. A perdu 2 vies après l'utilisation de sa seconde chance, mais a tout de même vaincu Daniel Papineau. Au deuxième match, Alexandre a donné 2 bonnes réponses pour vaincre Étienne Charon avec un 21 parfait. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à 21. Et voici votre animateur, Guy Mongrain. Merci beaucoup, Alain. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à 21. Bon début de semaine. Déjà la mi-mars qui s'installe tout doucement. Et pour ceux qui ont hâte de voir arriver le printemps, ben ça s'installe ça aussi tout doucement, effectivement. La semaine dernière, on a connu un meneur qui est avec nous ce soir pour la 4e défense de son titre. Tout de suite, on l'accueille. Alain. Avec des gains de 2250 $ de Montréal, voici Alexandre Roy. Bonjour, Alexandre. Bravo encore une fois la semaine dernière. Merci. Quoique dans le jeu Bonnie, un peu plus difficile. Oui, c'est toujours plus difficile. Mais ça fait partie du jeu. On a établi que vous étiez musicien. Oui. Banjo, un instrument facile. Et réalisateur de courts-métrages aussi. Oui, j'ai fait des courts-métrages d'animation. Et dans diverses techniques, j'ai fait de l'animation, du dessin animé. J'ai aussi déjà fait un film en viande. Avec des morceaux de viande? Oui, c'était des personnages en steak haché qui bougeaient. C'est quel est le message visé? C'était pour un ami, c'était un cadeau pour Noël. Un cadeau? Ouais. Original. Bonne chance pour l'émission de ce soir. Le temps d'accueillir maintenant l'adversaire qu'on a rencontré brièvement vendredi dernier. Le voici de Montréal, Martin Gervais. Bonsoir, Martin. Bonsoir. Là, ça sera pour le vrai. Là. Oui. Vous êtes dans le domaine de la traduction, oui. Vous aimez l'Italie? J'adore. Qu'est-ce qui vous attire du côté de l'Italie? Vraiment tout, l'architecture, les gens, la gastronomie, la mer, la beauté. Des villes qui sont des véritables musées. Ben, vous avez du goût concernant les voyages à l'extérieur. On vous souhaite bonne chance. Qui est votre seconde chance déjà? C'est Sylvain Beauchamp, mon collègue et ami. Collègue et ami, que l'on installe dans sa cabine pendant que vous prenez le chemin de la vôtre, s'il vous plaît. À l'ouverture des portes. Bonsoir, Julie. On suit ces indications, s'il vous plaît. On installe confortablement le casque d'écoute aussi. Voilà. Alexandre, notre meneur. Martin, l'aspirant. Merci beaucoup, Julie. Bonne soirée. Tout le monde est en place. Bien, nous, on est prêts à poser les premières questions ce soir, à 21. Alexandre, déjà, la communication est coupée. Ce sera à vous le droit de réplique dans quelques instants. Première question adressée à Martin. Martin, nous allons dans la catégorie cinéaste. Quelle est votre mise, s'il vous plaît? 10 points. Pour 10 points. Martin, né en 1941, il a réalisé le film La Maudite Galette, film paru dans les années 1970. De qui parle-t-on? A. Denis Arcand. B. Claude Jutras. C. Gilles Carle. Ou D. Michel Brault. Ça vous dit quelque chose? Vaguement, très vaguement. Alors, je vais procéder par élimination. Je vais essayer. Ce n'est pas Gilles Carle parce que je pense qu'il est plus âgé que ça. Il aurait 63 ans. Je pense que Claude Jutras est peut-être un peu plus âgé. Il me semble que Denis Arcand a à peu près cet âge-là. Je vais dire A. Vous choisissez Denis Arcand. C'était agréable de vous entendre déduire parce que c'est la bonne réponse, effectivement. Il y a un petit peu de pression qui s'en va, Martin, là-dessus, je pense. Hein? Vous avez bien fait de déduire parce qu'effectivement, Gilles Carle, on connaît son état de santé, bien sûr, et le combat que mène le président naturel, sa conjointe, Chloé Sainte-Marie. C'est bon pour 10 points. Toutes vos vies sont intactes. Première ronde toujours. Première question adressée à notre meneur. Alexandre, c'est à vous. Réalisateur de court-métrage, on est un peu dans votre dalle. Du côté des cinéastes, quelle est votre mise? Je vais y aller pour 11. 11 points? Oui. Alexandre, voici la question. Célèbre acteur, né en 1925,
Il a réalisé le film de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, ou en anglais, The Effect of Gamma Rays on Man in the Moon Marigolds. De qui parle-t-on? A. Marlon Brando, B. Dean Martin, C. Paul Newman ou D. Kirk Douglas? Je me souviens du nom, du titre de ce film, mais le réalisateur, Paul Newman, c'est un peu jeune, 1925, il me semble que c'est un peu trop. Je vais dire Kirk Douglas. Vous choisissez Kirk Douglas? Oui. Votre première hésitation sur Paul Newman était la bonne. 1926. Je pense que sa vinaigrette le garde jeune. Une vie qui disparaît, pas de pointage pour l'instant au tableau d'Alexandre. Communication coupée pour Alexandre. On amorce immédiatement la ronde numéro 2 avec l'aspirant. Martin, on est de retour en votre compagnie. Prochaine catégorie, je sais que vous aimez l'opéra un peu, mais on va aller dans le jazz. Votre mise. Allons-y avec 11 points. Pour 11 points. Martin, voici la question. Oliver Jones a déjà suivi des cours de musique avec la sœur de ce jazzman né en 1925. De qui parle-t-on? A. Chet Baker, B. Chick Corea, C. Roy Eldridge ou D. Oscar Peterson? Oh! Je savais que j'en ai. Ça demande une déduction. Pas vraiment. Du D. Oliver Jones, qui vient au Festival de jazz de Montréal à l'occasion. Je ne pense pas que ce soit Chick Corea. Il est Roy Eldridge. Écoutez, je vais dire D. Oscar Peterson. Oscar Peterson? La personne en question s'appelait Daisy Peterson Sweeney. C'est donc la sœur de Oscar Peterson. Bonne réponse. Mesdames, Messieurs, on rétablit la communication dans les deux cabines. Martin vient d'atteindre le 21 parfait et même avec la valeur maximale, il est impossible de rejoindre notre nouveau meneur. C'est donc dire que Martin l'emporte dans sa première partie. Alexandre, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous repartez quand même avec 2250 $. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Martin, on vous a mis à l'épreuve un petit peu. Pas mal, beaucoup. En musique, là, mais même en cinéma aussi, oui. La déduction était très, très, très subtile, très appropriée. Première victoire, 250 $. Le jeu Bonnie, vrai ou faux? La catégorie, juste avant d'aller à la pause, la voici. Langue française. Ah. On devrait s'amuser ensemble dans quelques instants. Soyez-y, mesdames, messieurs. Jeu Bonnie avec Martin, notre nouveau meneur, après ces quelques messages. À tout de suite. Lundi 19h. Martin qui succède à Alexandre à titre de meneur. Félicitations encore une fois. Est-ce qu'il y a des domaines de spécialisation en traduction, comme le vôtre? Oui, enfin, moi, entre autres, fais le domaine financier et voyage. Voyage un peu plus d'affaires, mais un peu voyage grand public également. Oh, qui dit voyage, ça permet de rêver encore un peu plus. Oui. Première victoire, 250 $. 6 questions jeu Bonnie. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas rendu jusqu'à la 6e. Je vous le souhaite. Vrai ou faux toujours, vous aurez le loisir de poursuivre ou d'arrêter. Ce sera votre décision. Et advenant de mauvaises réponses en cours de route, ça entraîne l'annulation du jeu et la perte des gains du jeu Bonnie. Pas de ce que vous avez remporté en soupirant très fort dans la cabine. Martin, on s'est entendu sur langue française. Voici la première question. Selon le dictionnaire Le Petit Larousse 2005, l'adjectif machiavélique signifie, entre autres, rusé, perfide. Vrai ou faux? C'est vrai, si je me fie à Machiavel. Oui. Il y avait le profil, en tout cas. Bonne réponse pour 100 $. Est-ce qu'on veut la deuxième? S'il vous plaît. Langue française toujours, Martin. Selon le dictionnaire Hachette 2005, en anatomie, le nom neurone est du genre féminin. Vrai ou faux? J'espère que c'est faux. C'est un neurone, il me semble. Un neurone, c'est faux. Le nom neurone est effectivement masculin.
Ça vous en fait 300 $. Est-ce qu'on continue? On continue. On continue. Ça va bien. Bravo. Selon le dictionnaire de l'encyclopédie Encarta 2004, à la schlag, S-C-H-L-A-G-U-E, signifie brutalement et d'une manière autoritaire. Vrai ou faux? C'est pas une expression qu'on emploie trop souvent. Et on est d'accord là-dessus. Je vais dire que c'est vrai. Vous dites que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Oui, pas mal. Est-ce qu'on continue? On va arrêter. On arrête ici? Oui. Parfait. Pour être avec le la repos schlag, du guerrier. Il se repose quand même avec 850 $ en poche. Bravo. On ne peut pas vous laisser partir sans retrouver l'adversaire pour la deuxième partie ce soir. Allez. Nous avons choisi entre Maggie et Jean-Charles. C'est un choix comme toujours qui est effectué au hasard. Et voyons qui va affronter notre nouveau champion Martin. Ce sera Maggie Coutu. Bonsoir Maggie. Bonsoir. Bienvenue à 21. Étudiante. En enseignement secondaire. En enseignement secondaire. En quelle année êtes-vous rendu? En troisième année. Vous aimez le hockey? Oui. Est-ce que vous avez souffert un petit peu cette année? Un petit peu, oui. Oui? Oui. Un peu, beaucoup, passionnément? Entre beaucoup et passionnément. Entre beaucoup? Oui. Vous aimez ça beaucoup, oui, donc? Beaucoup. Vous aimez les voyages? Oui. Un pays de prédilection? J'aimerais bien aller en Italie. Je peux tourner en Europe. Oui. Vous avez la bonne personne. Okay. C'est un adversaire pour l'instant, mais vous pouvez échanger des communiqués là-dessus. Votre seconde chance, c'est qui ce soir? C'est ma sœur, Julie. Julie? Oui. Que l'on installe dans sa cabine pendant que vous prenez le chemin de la vôtre, s'il vous plaît, en compagnie d'une autre Julie qui vous indique le chemin pour bien vous installer à l'intérieur. Martin, vous retournez à l'intérieur de votre cabine, cette fois celle du meneur. Deuxième tentative de victoire pour 500 $ de plus pour Martin, bien sûr. Et Maggie, si elle l'emporte, ce sera pour elle 250 $. Tout le monde est en place. Les portes sont refermées. À nous maintenant de poser la prochaine série de questions à 21. Martin, vous aurez le droit de réplique en qualité de meneur. Première série de questions que l'on adresse à Maggie. Maggie, c'est à vous. Nous allons dans la catégorie Tintin. Votre mise. Je vais essayer 10 points. Pour 10 points, à la page 61 de l'album Coke en stock, le professeur Tournesol présente à Tintin et au capitaine Haddock cette invention. A. Patin à moteur. B. Pantoufle chauffante. C. Parapluie volant. Ou D. Pilule amaigrissante. Oh! C'est pas vraiment ma catégorie. Je vais faire appel à ma seconde chance. On fait appel à Julie, votre sœur. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Est-ce que, contrairement à Maggie, Tintin, c'est un peu dans vos corps? J'aime bien Tintin, mais Coke en stock, j'en ai pas le souvenir. Alors, je vais y aller avec une déduction, peut-être. Les patins. Les patins? Mais d'après moi, c'est pas D, là, c'est sûr. Est-ce que tu peux me répéter les choix parce que... Il y avait patin à moteur, pantoufle chauffante, parapluie volant ou pilule amaigrissante. Ben, en tout cas... Patin à moteur? Oui. Oui? Ben, en tout cas, je pense que j'irai avec ça. OK. Je vais écouter ma soeur. Je vais y aller avec A, patin à moteur. L'écoutez-vous parce qu'elle est plus âgée que vous? Ben, parce que d'habitude, elle est meilleure que moi dans ces choses-là. Vous avez bien fait de choisir patin à moteur parce que c'est la bonne réponse. Julie, merci beaucoup. Remarquez, Maggie, que patin à moteur, ça fait tout à fait tournesol, vous trouvez pas? Bravo, c'est bon pour 10 points, Maggie. Contact coupé. Première série de questions dans cette deuxième partie pour Martin. Martin, si on allait faire un tour dans l'univers de Tintin, ça vous dit quoi comme mise? Allons-y avec 10. Pour 10 points? Voici la question. À la page 61 de l'album Coke en stock, le professeur Tournesol présente à Tintin et au capitaine Haddock cette invention. Laquelle? A. Patin à moteur. B. Pantoufle chauffante. C. Parapluie volant. Ou D. Pilule amaigrissante. Bon, Coke en stock. Je ne penserais pas que ce soit la pilule amaigrissante, ni les pantoufles chauffantes. Alors, j'hésiterais entre A et C. Fait que je me souviens plus à quel endroit il était dans Coke en stock. Je vais y aller avec A. Vous choisissez A. Patin à moteur. Patin à moteur. La bonne réponse, patin à moteur. On est d'accord là-dessus, là. La pilule amaigrissante, tournesol, déjà, c'est une première chose à éliminer. Bravo, c'est bon pour 10 points. Communication coupée chez Martin. On retourne voir Maggie. Maggie, comme vous avez utilisé dans cette partie votre seconde chance, impossible de la rappeler maintenant. Catégorie sigles et acronymes. Votre mise.
Je vais tenter pour 11 points. On y va pour le 21 parfait. Voici la question. Selon le dictionnaire Le Petit Robert 2003, le mot radar est un acronyme de Radio Detecting and A. Ranging, B. Resurging, C. Ranking ou D. Retrieving. Tous des mots qui se ressemblent. Ça commence tous pareil. Oui, tous pareil. Je dirais C, ranking. Vous choisissez C, ranking. C'est 3 cases en haut. Ranging, le mot que nous recherchions, malheureusement. Une vie qui disparaît, toujours 10 points à votre tableau, cependant, Maggie. Fin de la deuxième ronde. On va du côté de Martin. Martin, c'est à vous. Catégorie sigle et acronyme. Votre mise, cette fois, Martin? Allons-y pour 11 points. Pour 11 points. Selon le dictionnaire Le Petit Robert 2003, le mot radar est un acronyme de Radio Detecting and, complété, A. Ranging, B. Resurging, C. Ranking ou D. Retrieving. Si je me souviens bien, c'était A. Ranging. Vous choisissez A pour Ranging. La bonne réponse, Martin. A pour Ranging. Pour un autre deuxième 21 parfait consécutif. Et encore une fois, la victoire pour Martin, mesdames, messieurs. Maggie, merci beaucoup. Vous étiez tous les deux sur la même piste, les mêmes questions, mais finalement, ils se souvenaient de Ranging plutôt que Ranking. Merci à Julie, votre seconde chance. Merci à vous pour la participation. À très bientôt et bonne chance dans vos études. Au revoir. Bravo, Martin. Deuxième victoire, on est rendu à 1350 $. C'est vrai qu'on avait oublié que c'est un acronyme, le mot radar, tout simplement. Deuxième jeu bonnet, la première fois, vous avez bien fait avec 3 bonnes réponses. On continue cette fois avec la catégorie exploit. Bon, ça nous laisse le temps d'y réfléchir pendant quelques instants. Le temps de la pause. Michel. Présenté par Métro en avril. Pour assister à 21, composez le 514-790-8584. En deux présences jusqu'à maintenant, Martin est un collectionneur de 21 parfaits. Félicitations à nouveau, Martin. Il y a Julie qui disait pendant la pause que la question sur le mot radar était une question plutôt masculine. Ce à quoi vous avez rajouté une bonne question pour un traducteur, ce que vous êtes cependant. Oui. 3 bonnes réponses à battre dans votre premier jeu bonnet. Je vous le souhaite sincèrement. On s'est entendu sur Exploit. Voici la première. Martin, Tom Hanks a gagné l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal 2 années consécutives. Vrai ou faux? Il a gagné 2 fois, il me semble. Est-ce que c'était 2 années consécutives? C'est le genre de questions qu'on n'aime pas. C'est pour ça qu'on est bon. Voilà. Je vais... Ah, mon Dieu, c'était justement le nom de l'homme et... enfin, je vois les deux films et je vais dire vrai. Et pour vrai, en pensant à Philadelphia et Forrest Gump? Oui. C'est vrai. C'est bien fait. On passe à la deuxième? S'il vous plaît. On y va tout de suite. Martin. Au tennis, Pete Sampras a gagné 6 fois en simple le tournoi de Wimbledon. Vrai ou faux? Il l'a gagné à de nombreuses reprises, il me semble, mais 6 fois. Je vais dire que c'est vrai. Il n'a pas remporté 6 fois, mais 7 fois. C'est 7 fois qu'il l'a remporté. Tout un joueur de tennis au sérieux extrêmement puissant. Le jeu bonus s'arrête ici. Vous avez quand même 1350 $ et vous revenez demain pour une autre partie. Le temps de rencontrer brièvement l'adversaire de Martin. Alain. Pourquoi pas? Nous avons le choix entre de Montréal, Jean-Charles Vinet, de Saint-Étienne-des-Grès, Christian Moret ou encore de Rimouski, Jean Laporte. Le choix est effectué au hasard, comme toujours, et le prochain concurrent sera Jean Laporte. Bonsoir,
bonsoir, Jean. Est-ce que vous êtes venu avec l'ensemble de votre fan club? Presque. Vous êtes dans quel domaine, s'il vous plaît? Je suis en communication. En communication de façon générale? Oui, mais j'ai surtout fait de la communication au niveau culturel. Culturel? Intéressant. Oui, vous aimez les voyages, vous aussi? J'adore les voyages. Décidément, en présence de concurrents qui adorent les voyages, et pourquoi pas. Pays de prédilection? Moi aussi, je penche beaucoup sur l'Italie, mais j'aime l'Asie au grand complet. Vous en avez fait beaucoup? Plusieurs, oui. Qui avez-vous choisi comme seconde chance? Mon ami René-Jean Dionne. Est-ce que c'est un collègue de travail? Non, c'est simplement un copain. Un copain de longue date? Oui. Parfait. On va vous mettre à l'épreuve dès demain. Entre-temps, d'ici à demain, vous pouvez échanger quelques cartes postales sur vos voyages respectifs. C'est toujours très intéressant. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été là ce soir. On se donne rendez-vous demain soir, mardi à 18h30 pour une autre présentation. Alors que Martin va tenter de défendre son titre pour une troisième fois face à son nouvel adversaire. Bonne soirée à Trentaine et à demain, 18h30. Merci, Jean. Les auditions